Bonjour à tous, aujourd'hui ça y est, c'est parti, la récolte de l'herbe, on est enfin parti dans les champs après cette pluie interminable. Donc cette vidéo, je vais la faire tout seul cette fois, question de logistique avec mon caméraman. Donc oui, vidéo format vlog pour vous montrer ce que ça donne, pour surtout encore une fois essayer de titiller un peu mes détracteurs qui disent machin, travail du sol, ça pousse pas, tes sols vont se compacter, machin. Et ben non, donc je vais vous montrer ça. Donc là on peut voir qu'il y a du régras qui est plutôt pas mal, il m'arrive à hauteur de hanche. Hauteur de hanche et je fais 1m88. Donc on voit bien, hein. C'est quand même vachement fourni. Donc là on est vendredi 19 avril, on avait prévu à la base faucher mardi, mercredi, et au final il y avait de l'eau de prévu, donc et puis c'était pas un temps séchant comme ça nous convenait, donc on a pris la décision d'attendre. Ça coïncide pas mal à ce que j'avais essayé d'expliquer sur la chaîne, essayer d'un maximum garder la tête froide, contrairement à, bon après c'est ce que j'ai observé dans mon département, à certains qui dès qu'ils ont vu une lueur de beau ont direct sorti les faucheuses comme des fous, alors qu'ils avaient mis le dernier rapport 3 semaines, un mois avant. Et là on a une nouvelle mode là de la part des pro techniciens pro récolte de l'herbe, où maintenant ils expliquent que pour la qualité il faudrait récolter 3 semaines, un mois avant le dernier rapport, enfin après le dernier rapport pardon. Ça équivaut en fait à mettre de l'azote directement dans l'auge quoi, donc absolument aucun intérêt, surtout que dès la première semaine de beau, dès que vous entamez le mois d'avril. Le mois d'avril, c'est un des mois, si ce n'est le mois le plus poussant de l'année. Donc en fait, les 2 premières semaines d'avril, ou notamment une semaine, en général, il fait beau une bonne semaine sur la première ou la 2e semaine d'avril. Et en fait, vous pouvez avoir un volume de fourrage qui est capable de doubler en une semaine quasiment. Donc à partir du moment où les premières lueurs de beau arrivent, c'est certainement pas le moment de faucher. Et on voit souvent, c'est souvent les éleveurs laitiers qui font ça. Ils ont je sais pas, le contrôleur laitier ou leur technicien de culture qui passe et qui leur dit qu'il faut faucher la qualité. C'est quand même un constat qu'on fait dans le milieu agricole. C'est-à-dire que quand c'est pour l'herbe, il faut absolument la qualité. Donc là, alors que en élevage, la priorité dans une ration d'élevage, c'est d'être autonome et d'avoir de la quantité justement, être sûr d'avoir la quantité nécessaire pour que le silo dure toute l'année, ou des bottes d'enrubanage, ou enfin vous comprenez l'idée. Et à l'inverse, quand c'est pour du blé, c'est jamais la qualité du blé, c'est toujours la quantité pour faire plus de rendement que le voisin. C'est quand même assez marrant, au lieu de faire l'inverse, hein, c'est-à-dire que avoir du blé vraiment du blé de qualité, pour avoir une farine de qualité, pour que les boulangers puissent faire du pain de qualité, et avoir de l'herbe en quantité pour être autonome sur sa ferme, sur sa ration, et pour que les vaches, les moutons, aient de l'herbe, que ce soit en foin, en enrubanage, en ensilage, et du fourrage toute l'année. Non. Au lieu de ça, on fait l'inverse depuis quelques années là. Et on sent aussi surtout que tout le monde se lance dans les champs. Et les gens ont été frustrés de la période qu'on vient de passer là, l'automne et hiver, que personne n'a pu aller dans les champs. Il y a une grosse partie du monde agricole qui est frustrée, mais en fait, c'est ce que je me tue à expliquer depuis le départ sur cette chaîne. Arrêtez de faire des choix sur votre ferme par émotionnel, de réagir après une frustration. Il fait beau et il faut sortir, il faut aller dans les champs. Enfin, ce serait peut-être bien au bout d'un moment d'essayer de faire le boulot correctement. Il n'y a pas de problème d'aller en manifestation, mais dans ce cas-là, il faut que ce soit cohérent avec la réalité, quoi. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc voilà, on se retrouve 2 jours après pour la 2e étape, donc fanage. Donc pourquoi on fane? Pas forcément pour le séchage, mais c'est qu'en fait, comparé à de l'ensilage classique, en fait quand on fauche, l'herbe se retrouve dans le même sens que les couteaux pour une ensileuse, alors que pour une autochargeuse les couteaux sont dans l'autre sens. Donc pour faciliter la coupe on fane, donc c'est pas tant pour le séchage, même si le but est que ça sèche quand même un peu, mais le but c'est surtout pour croiser les brins, qu'ils arrivent perpendiculaires au couteau d'autochargeuse. Et après là dans l'après-midi je vais commencer à en donner une petite partie, parce qu'on va le faire la récolte à l'autochargeuse en 2 fois. Là on est dimanche 21, qu'on va en faire une partie ce soir et une autre partie demain matin. Donc voilà, donc je sais pas si tout le monde m'entend bien, mais je vais partager une astuce. Il y a toujours pas mal de personnes qui... Et donc du coup, le foin de régras, c'est celui qui est le plus compliqué à réussir. La plupart des gens pensent qu'il faut faire sécher la tige, la feuille, etc. Alors que sur le régras, le facteur limitant, c'est ce qu'on voit là. C'est le nœud. Tout le problème du réussir du foin de régras est d'arriver à retirer l'humidité dans ces nœuds là. Oui, je disais, tout le problème en fait du séchage de l'herbe, on
Bon là, on est sur de l'enrubanage, donc c'est pas gênant. Enfin, on est sur de l'enrubanage en silo, vu que ça va être récolté à l'autochargeuse. Tout le problème est dans réussir le séchage des nœuds. Parce qu'en fait, l'humidité peut même, dans certains cas, sortir, mais même quand l'humidité retombe, si on est un peu tard le soir, elle peut revenir dans les nœuds. Et tout le problème est là. En fait, un nœud où il y a de l'humidité dedans, c'est pas grave. Faites la multiplication dans une botte, si tous les nœuds sont gorgés d'humidité, dans une grange, dans un bâtiment, il suffit d'une botte, quoi. Donc moi je touche de la peau de singe, comme on dit. On n'a pour l'instant pas cramé de hangar et de bâtiment, mais si je pouvais partager cette astuce-là. Quand on fait du foin de régras, j'entends, le facteur le plus important du séchage, c'est les nœuds de la tige. Voilà. Je me suis arrêté pour ramasser une pierre, ramasser ce genre de paveton. Pour ceux qui m'expliquent tout le temps, quand j'explique qu'il faut faire du semi-direct, oui mais toi t'as des terres, oui c'est facile, c'est des terres qui se font bien en semi-direct, oui moi chez mes voisins, oui bah, voilà. Je vais vous faire des plans sur les pierres. En fait mes terres c'est argilo-limoneux, grosso modo une moyenne de 15% d'argile, si on fait la moyenne surtout, le pourcentage d'argile change, grosso modo c'est 15% d'argile avec des limons sous fond de silice. Donc voilà, donc la pierre que vous avez vue là, c'est ce qu'il y a en dessous. En général, la plupart du temps, j'ai 30-40 cm de terre et le fond, c'est ça. Donc voilà, donc quand c'est mouillé, c'est mouillé. Vu que c'est de la silice en dessous, bah, le fond, en fait, il est opaque et l'eau, elle passe pas. Donc l'eau reste. Quand je vous dis que le semi-direct a un réel impact, bah, je sais de quoi je parle. Hein, avec l'eau qu'on a pris, j'ai mes voisins qui ont déjà fauché. L'état des parcelles n'est pas forcément la même que la mienne au niveau de la portance. Donc voilà. Et vous avez pu le voir sur les rushs précédents. Voilà quoi, il y a de l'herbe. En plus, pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'est du régras que j'ai même pas semé exprès. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, en fait, c'est mon blé que j'avais semé en semi-direct. Et vu qu'on en avait marre de payer du tri à la coopérative, la peau des fesses, on va dire ça comme ça, on s'était dit bon, on va pas trier tout. Bon, il y a peut-être quelques graines de régras, mais bon, il y en a pas beaucoup. Puis si jamais il y en a qui poussent, on désherbera. Oui, sauf qu'on n'a jamais pu le désherber. Au final, on l'a moissonné comme ça. Et au final, il est resté. Donc, je pense que la moissonneuse en a un peu semé à la volée, mais bon, ça, c'est pas la grosse partie. Et derrière, j'ai semé des couverts d'été, derrière toutes ces céréales-là, avec notamment une grosse partie du sorgho, donc la récolte de sorgho, si vous cherchez sur la chaîne dans les vidéos précédentes. Et derrière, en fait, en fauchant le sorgho, il y avait plein de petits régras à 10-15 cm. Et en fait, il y en avait régulièrement partout dans tout le champ. Et en fait, au final, ça a recouvert tout le champ. Et voilà, donc on a globalement 30 hectares à 30-40 hectares de régras qu'on se met partout. On n'a pas tout fauché, hein, parce qu'il y a des endroits, ça vaut pas le coup. Qui au final ont coûté 0. Donc au final, quand on allie la réalité économique au semi-direct, ben, ça donne ça quoi. Donc voilà. Faudrait peser, mais je pense qu'autour des rendements, on doit être autour des 3-4 tonnes de matière sèche hectare. Voilà. Certains vont me demander aussi la fertie. On est à 80 unités d'ammonitrate et j'ai même galéré un peu à faucher comme je voulais. Je trouve que ça laisse un peu trop de chaume. L'herbe avait un peu tendance à coucher par terre, quoi, à tomber. Donc je pense que l'année prochaine, on pourra diminuer la fertie à 60 ou 70 unités. Puis petit à petit, je pense qu'on pourra diminuer la fertie aussi. Donc encore une fois, gagner encore sur le côté économique, voire peut-être dans les années à venir à totalement s'en passer quoi. Donc c'est encourageant. Donc voilà. Ah, donc on est le lundi d'après. Fin du chantier d'endénage. Ça me permet de développer un point puisque pendant que j'étais en train d'endéner, quand je lis régulièrement les commentaires que je reçois, il y a un commentaire de quelqu'un d'un abonné sur YouTube qui m'a interpellé. La personne disait oui mais j'ai un problème avec ton système et il me dit juste après oui mais moi je suis JA céréalier. C'était par rapport à la vidéo sur les épandages d'engrais. Si j'écoute ce que tu dis, ça veut dire que comment je fais moi, parce que si je sème pas, j'ai pas de rentrée d'argent et donc du coup comment je fais? Et on en arrive là en fait au nœud du problème, c'est-à-dire que pour qu'un système agricole soit périn dans le temps, et on le voit qu'une année comme celle-là, ça le montre encore, si vous n'avez pas d'élevage sur vos exploitations, c'est compliqué quoi. Et le système agricole n'est pas viable. De l'agriculture sans élevage, c'est pas de l'agriculture. Et donc quand je dis ça, il y a tous les céréaliers qui vont s'exciter, mais c'est là que la nuance arrive. C'est-à-dire que vous devez, de manière directe ou indirecte,
avoir de l'élevage sur vos exploitations. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être céréalier à 100%, mais vous devez travailler avec des éleveurs autour pour de l'échange paille-fumier, parce que c'est comme un portefeuille d'argent, un sol. Hein. Si vous faites que retirer des récoltes, mais que vous pensez que vous allez compenser en mettant de l'engrais, mettant que de l'engrais en granulé, en liquide, que ce soit liquide, solide, au bout d'un moment, ça remplira jamais le portefeuille sol, et au bout d'un moment, si une année comme cette année, ou des années de sécheresse, c'est pas en mettant de l'engrais que ça va compenser ce que vous avez enlevé depuis des années. Il faut trouver un équilibre entre vous, exploitant, l'animal, l'arbre, la culture. Je dirais même que dans un système complet, il faut de tout. Il faut des haies pour mettre des arbres à bois, des arbres fruitiers, un sol vivant qui fonctionne en semi-direct selon mon principe, des animaux d'élevage adaptés au contexte climatique de chaque département ou de votre région, et je dirais même plus loin, du maraîchage en plus. Je ne suis pas rendu là encore aujourd'hui, mais j'espère avoir les opportunités, ou en tout cas arriver à un système complet et autonome à l'avenir. Ça fait des années que les céréaliers nous expliquent que... Et c'est pour ça que les gens comprennent pas pourquoi j'ai des propos un peu durs, un peu rudes, mais en même temps je ne fais que réagir au monde agricole qui fait pour moi des âneries depuis des années. C'est-à-dire que ça fait des années que les céréaliers se foutent de notre gueule. L'élevage, vous embêtez pas avec ça sert à rien. L'élevage c'est beaucoup trop de boulot, bobette. Vous embêtez pas avec ça les gars, ça paye pas l'élevage. Faut faire de la céréale, Vas-y les gars. Une année comme cette année, la majorité des mecs qui étaient en manifestation c'était des céréaliers. Pourquoi? Parce que en fait, système labour, engrais, phyto et compagnie, quand le blé est à 180 € tonne, ça suffit pas pour payer le tracteur quoi. Comme on peut le voir derrière moi, on a entamé le deuxième silo. Pour ceux qui vont se poser la question de pourquoi c'est pas moi qui tasse. Parce que quand c'est coupé à l'autochargeuse, c'est un vrai métier. Donc là, le temps qu'il mange, je l'avais remplacé histoire de m'apprendre un peu, parce qu'il va bien falloir que je m'apprenne aussi. Mais pour ceux qui savent, en plus avec une lame de godet, tasser des brins longs de 10-15 cm en herbe, c'est compliqué là, c'est un vrai métier. Pour ceux qui connaissent, savent que c'est... Enfin, moi en tout cas, je trouve ça excessivement dur. Il faut en faire un petit peu tous les ans, histoire de ne pas perdre la main puis de s'apprendre. Et puis dans les années à venir, ça devrait être de mieux en mieux. Donc voilà, je reviens pour la fin de la vidéo de récolte de l'herbe. Donc là je fais l'outro quelques jours après parce que j'ai pas pris le temps de la faire moi-même, et puis au moins vu que mon caméraman est là, ça va me permettre de le faire un peu plus posé. Donc pour revenir dans la globalité sur la récolte de l'herbe, c'était essentiellement du régras déjà pour récapituler. Ensuite on a fait 27 hectares. Pour certains, ceux qui vont se poser la question des rendements, je pense qu'on est on est entre 4 et 5 tonnes de matière sèche hectare. Faudrait peser pour être sûr, mais avec l'habitude c'est ce qu'on estime à peu près. Pour ce qui est de la fertie, il y avait eu 80 unités d'ammonitrate. Et après on le voit derrière moi parce que là on est dans un champ. Au final au passage on a tourné la vidéo sur le début des semis, c'est pour ça que je suis habillé pareil. Et donc si on voit sur la parcelle, j'ai pas mal galéré, pourtant j'avais pas mal incliné le lamier, mais j'ai pas mal galéré à faucher proprement sans lécher de la chaume, sauf que c'est même encourageant sur l'avenir. Ça veut dire que dans les années à venir, je vais pouvoir sur les dérobés aussi diminuer la fertie en azote. Donc pour ceux qui expliquent toujours que oui, si vous passez en semi-direct, vous allez devoir mettre plus d'azote, eh bien non, pour la bonne et simple raison, ça les scientifiques ne peuvent pas l'expliquer, mais à partir d'un certain temps en semi-direct, sur le moment où vous donnez de la matière organique à votre sol, avec les années, le taux d'azote dans le sol monte. Enfin, c'est pas corrélé ni au couvert ni aux apports d'azote. On se rend compte que les reliquats azotés montent. On a de l'azote disponible de plus en plus, tout simplement parce que en dégradant de la matière organique, dans la matière organique, il y a forcément un peu d'azote. Que les couverts soient riches en légumineuses ou pas, on s'aperçoit qu'avec les années en semi-direct, le taux d'azote va monter malgré tout. Donc d'où l'intérêt de commencer à essayer le plus vite possible, quand on passe en semi-direct, de mettre l'azote juste ce qu'il faut et arrêter de mettre des doses exorbitantes. Déjà pour que ça fasse écho déjà aux vidéos précédentes où j'expliquais que les apports d'engrais cette année avaient été catastrophiques. Donc pour éviter ces dérives là, et surtout pour arriver dans les années à venir à essayer de se sevrer un maximum de l'engrais. Donc c'est une fin de vidéo, j'espère que la vidéo récolte de l'herbe vous aura plu, et à la prochaine tout le monde, salut.